Absolument, Vincent. Verdict donc demain après un mois de procès, un mois d'audience ici avec d'audiences qui ont été extrêmement tendues, qui ont vu ici arriver à la barre de nombreux témoins, de très nombreux témoins, avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères autour de ce procès. Finalement, beaucoup de zones d'ombre encore aujourd'hui à l'heure où on se parle, alors que vous l'avez dit, effectivement, le verdict est attendu demain à partir de 9h. Ce va être donc l'ouverture de la séance avec les derniers mots de Cédric Jubilard, et puis ensuite eh bien, la délibération et le verdict qui va arriver dans la journée. Stéphane Durand-Soufflant est avec nous, chroniqueur judiciaire au Figaro. Stéphane, c'est peut-être l'épilogue demain de la première étape de ce procès, parce qu'il y aura peut-être appel derrière, nous verrons en fonction de la peine qui est prononcée, et peut-être qu'il y aura l'acquittement d'ailleurs. D'abord un mot, Stéphane, parce que vous avez couvert des centaines de procès pour le Figaro. Sur ce procès-là, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des intrigues. Le terme de feuilleton s'impose là pour un procès comme celui-là plus que jamais. Oui, ce qui est amusant et ce qui se vérifie souvent dans les procès, c'est qu'on a énormément lu de choses sur cette affaire Jubilard. Il y a eu des livres publiés, il y a eu des reportages à n'en plus finir. Vraiment, on a été saturé de Jubilard, et on arrive au procès et on se rend compte qu'en fait beaucoup de choses sont immédiatement écartées, toutes ces choses dont on a parlé pendant des années, la couette dans la machine à laver, je prends cet exemple parce que c'est un peu le fait qui relie. En fait, on n'en parle plus du tout de cette couette. Et ça montre quand même que les procès, ça sert à quelque chose. Ça permet, une fois qu'on a un amas d'indices, de rumeurs, de choses comme ça, même si les procès ne sont pas toujours satisfaisants, il y a quand même une mise au net, et là on a beaucoup élagué. Et oui, parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont ressortis dans les différents témoignages à la barre pendant un mois de procès. C'est quand même extrêmement long, beaucoup de témoins, avec parfois des profils assez cabossés par la vie, avec des témoignages qui sont plus ou moins fiables. D'ailleurs, en tous les cas, les magistrats le diront demain en fonction de la décision qui est prise. Si vous deviez retenir, Stéphane, peut-être une image, un moment, un temps fort de ces 4 semaines que vous avez passées là, vous n'avez pas manqué une seule minute de ces audiences, qu'est-ce que ça serait ? Je pense que ce qui va rester de toute façon, c'est le témoignage de la mère de Cédric Jubilard, parce que la mère de Cédric Jubilard avait dans ce procès un rôle extrêmement singulier, une place à part. En général, la mère de l'accusé, elle est assise près du box, à côté de son fils. Et là, la mère de Cédric Jubilard, elle était du côté de la partie civile. Et elle a fait une déposition à charge contre son fils. Alors, elle n'a pas dit c'est lui qui l'a tué, j'en suis sûr. Mais ce qu'elle a dit permettait de manière très claire, allait dans le sens de l'accusation. Nadine Fab, donc la mère effectivement Cédric Jubilard, qui a dit que quelques semaines avant cette nuit, donc du 15 au 16 décembre 2020, la nuit au cours de laquelle Delphine Jubilard a disparu, elle dit que quelques semaines après, Cédric Jubilard lui a dit, quelques semaines avant, cette fameuse nuit, il lui a dit j'en ai marre, j'en peux plus, je vais la tuer et plus personne ne va la retrouver, c'est ça ? L'enterrer et on la retrouvera jamais. Ça, c'est un tournant du procès. Oui, alors ce qui est très fort, alors c'est au dossier tout ça, mais avec l'oralité des débats, évidemment, ça prend une dimension beaucoup plus tragique. Et surtout, c'est la petite phrase que dit Nadine Fabre après, et qui n'est pas dans le dossier, c'est « j'aurais dû accorder plus de sens à cette phrase ». C'est terrible. Et ça vient de la mère, donc c'est quelque chose qui est enfin, c'est sidérant, quoi. Dans une cour d'assises, faut vous imaginer, il y a, 120 personnes dans la salle, on est confiné là-dedans, il fait chaud, etc. Et il y a ce moment d'audience, et là vous dites, oula, c'est un moment fort. On va revenir sur les différents éléments de ce procès, tous ces débuts, ces commencements de preuves qui ont été évoqués par les avocats, notamment des parties civiles, alors que dans la partie d'en face, on dit non, il n'y a pas de preuves en réalité. On va en parler. Sur d'abord ce qui a été, donc aujourd'hui c'était les avocats de la défense qui se sont exprimés. Mercredi, nous avons eu donc les avocats généraux qui ont requis 30 ans de réclusion criminelle. On précise qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, Cédric Jubilard. Ces 30 ans de réclusion, ce n'est pas une surprise, c'est ce que les avocats généraux ont demandé. Non, pas vraiment, puisque eux, de toute façon, il était certain qu'ils n'étaient pas sur la voie d'abandonner les poursuites, donc qu'ils allaient requérir une peine. Ce qu'on constate quand même, parce qu'avec l'ancienneté dans la chronique judiciaire, c'est qu'aujourd'hui, pour un meurtre,
parce que c'est un meurtre. Alors un meurtre sur conjoint, donc il encourt la perpétuité, mais pour un meurtre, on requiert 30 ans très facilement. Et les peines qui sont prononcées en cas de culpabilité sont souvent beaucoup plus lourdes. Quand j'ai commencé à faire de la chronique judiciaire, un meurtre, c'était 12 ans. Voilà, on prenait 12, 15 ans en fonction du casier judiciaire, des choses comme ça. Maintenant, les réquisitions sont très lourdes et les peines ont tendance, on verra bien, là, pour le coup, on ne peut absolument pas se prononcer sur ce qui va se passer demain, mais les peines prononcées sont beaucoup plus lourdes qu'auparavant, généralement. Nous aurons la réponse, en tout état de cause, demain, donc ici, dans ce palais de justice d'Albi, devant la cour d'assises du Tarn. Ce que l'on peut dire également, Stéphane, c'est quand même que pendant ces semaines d'audience, il y a un élément, et qui d'ailleurs ressort très bien de vos chroniques judiciaires dans le Figaro tout au long de ce procès, c'est que cette vérité, elle a eu du mal quand même à s'exprimer, à s'affirmer. La Cour a eu du mal à aller chercher des éléments tangibles, des preuves pour déterminer si Cédric Jubilard est coupable ou pas. Et pour la bonne raison qu'il n'y en a pas de preuves, au sens où on entend généralement la preuve, c'est-à-dire le truc, l'ADN, la téléphonie, qui prouve que le gars dit non j'étais couché et qui va borner à 50 km. Bon voilà, ça on n'a pas. Il n'y a aucune scène de crime comme le disent les avocats de la défense. Il n'y a pas de scène de crime, c'est un crime sans scène de crime et sans cadavre évidemment. Donc évidemment ça rend la chose beaucoup... On aborde ça de manière particulière, ce qui permet à la défense de dire en fait on a trouvé d'abord un criminel pour dire qu'il y avait un crime parce que on est tous persuadés que Delphine Jubilard est morte, mais quand, où et comment, on n'en sait rien. Et c'est vraiment extrêmement singulier. Et je pense que la présidente de la cour d'assises a été beaucoup trop corsetée dans un planning extrêmement rigide et que ça n'a pas facilité l'émergence d'une vérité judiciaire. Mais il y a quand même un faisceau d'indices, vous avez commencé à les évoquer avec... Donc par exemple la question des lunettes, on en a beaucoup parlé, ces lunettes donc qui ont été retrouvées sous le canapé, lunettes cassées. Il y a également la question de la voiture de Delphine Jubilard qui donc était garée dans l'autre sens le lendemain matin par rapport à le sens dans lequel elle avait l'habitude de se garer. Il y a un faisceau d'indices comme cela, mais le problème de l'accusation, encore une fois, c'est que ce ne sont que des faisceaux d'indices mais pas de preuves. Voilà, alors les jurés, eux, la loi leur demande de se forger une intime conviction. Mais l'intime conviction, c'est pas une idée au doigt mouillé. C'est à partir d'éléments qui vont faire impression sur leur intelligence. Bon, les lunettes, vous en parliez, elles sont retrouvées en plusieurs morceaux. Il y a la monture principale, elle est posée sur le bar, là, dans leur cuisine, dans le cuisine-salon de la maison des Jubilards. Et on retrouve une branche derrière le canapé contre le mur. Évidemment, c'est très très singulier. Mais ce qui est aussi très singulier, c'est que sur ces lunettes, il n'y a pas une trace de sang, que les gendarmes ne se sont pas du tout intéressés à ces lunettes au début. Elles ont été, si ma mémoire est bonne, envoyées pour expertise qu'en juillet 2022, c'est-à-dire 2 ans et demi après. C'est 1 an et demi après, pardon. Donc c'est assez troublant. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu l'impression, tout au long de cette enquête, que les éléments matériels manquants, les gendarmes, finalement, revenaient sur des choses qui ne les avaient pas intéressés. Voilà, la voiture, c'est pareil. Elle était en effet garée dans le sens de la descente. Or, il semble acquis que Delphine Jubilard se garait toujours dans le sens de la montée. Mais la défense, c'est compliqué d'entrer comme ça rapidement, mais la défense propose une autre version pour expliquer pourquoi la voiture est garée dans le sens de la descente. Ce qui est très embêtant plus que de savoir si elle était dans un sens ou dans l'autre pour la défense, ce qui est très embêtant, c'est l'idée qu'elle a pu changer de sens pendant la nuit. Ça voudrait dire que Delphine l'aurait laissé capot vers le haut en arrivant et qu'on la retrouve capot vers le bas. Donc, conclusion, Cédric l'a prise. Pourquoi il aurait pris cette voiture en pleine nuit, sinon pour trimballer le cadavre de sa femme? Ça, c'est l'argumentation de l'accusation. Mais il n'y a aucune preuve là-dessus. Et puis, à supposer qu'il l'ait fait, ça pose aussi des tas de problèmes pratiques de logistique que la défense a pointé avec un travail vraiment, un très très gros travail de défense. Franchement, là, quelle que soit l'issue du procès demain, on ne pourra pas dire que Cédric Jubilard n'a pas été défendu. Un autre élément également qui a beaucoup fait parler ici dans la cour d'assises du Tarn, c'est cette lettre qui a été lue en début de semaine, lettre de Louis, le fils de Cédric Jubilard, qui donc affirme qu'il y a eu une dispute le soir même donc entre Delphine et son père Cédric. Alors moi sur cette lettre j'ai un avis peut-être pas dans le sens général. Je trouve que c'est un coup extrêmement douteux organisé par la partie civile. Ces déclarations, le petit Louis il les a faites déjà, la dispute entre le canapé et le sapin de Noël, c'est dans le dossier. Et ressortir ça sur une lettre manuscrite de cet enfant que j'ai vu
et sur laquelle on peut vraiment s'interroger. Il y a beaucoup de choses qui sont, c'est pas vraiment le vocabulaire à certains endroits d'un enfant de 11 ans, c'est pas, il y a des problèmes d'orthographe qui sont bizarres, une bonne orthographe puis plus bonne orthographe, bref. Pour moi, cette lettre n'apporte rien, c'est un coup d'audience. Il aurait pu être manipulé, le petit Louis, qui avait 6 ans au moment des faits. Je pense en tout cas que sa parole est clairement instrumentalisée. Je trouve pas ça très joli, parce que cet enfant, il a 11 ans aujourd'hui, il va devenir grand, et en fonction de l'issue du procès, il va peut-être se demander, en supposant que son père soit condamné et qu'il le soit définitivement, ce gosse, il risque de porter aussi ça toute sa vie. Enfin, c'est très compliqué, vous savez, il a plus de maman, et comme disent les avocats, et si on lui dit c'est ton papa qui a tué ta maman, et s'il se dit qu'il y est pour quelque chose, voilà, cette lettre, moi je trouve ça un élément pas joli, quoi. Mais le fait est que Louis, dans une des déclarations, a parlé d'une dispute, mais pas dans d'autres. Et en fait, c'est un dossier assez extraordinaire où pratiquement tout peut se voir d'un côté ou de l'autre. C'est le dossier chaussette, on retourne et hop, on a autre chose. Et c'est en ce sens qu'on peut parler d'un feuilleton vraiment assez incroyable et encore une fois, à la veille du verdict, très indécis finalement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même malgré tout un tableau qui se dessine petit à petit au fur et à mesure de ce procès, que ce procès a avancé sur ce qui s'est passé dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 et qui finalement accable quand même Cédric Jubilard? Alors je ne vais pas vous dire que Cédric Jubilard est dans une position idéale pour être acquitté demain. Mais moi je pense que d'abord la plaidoirie de la défense, notamment celle de Maître Franck, a été vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et qu'elle a réussi. En fait, là, c'est une affaire de doute. Il faut les faire douter, les jurés. Et franchement, on ne pouvait pas le faire mieux. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Si Cédric Jubilard est condamné demain, on saura très bien pourquoi. Mais s'il est quitté, on saura aussi pourquoi. C'est pas toujours, dans des affaires, c'est pas toujours si clair. Bon, voilà, on le disait, la situation n'est pas idéale pour la défense. Il y a eu des moments très durs. Et surtout, le pire ennemi de Cédric Jubilard, c'est Cédric Jubilard. Parce qu'il est... c'est un type très curieux, hein, déjà de comportement. Il est complètement agité. On dirait qu'il fait du vélo. Il n'arrête pas. Il est jamais en place. Il est là. Mais il est très calme dans son expression. Il est physiquement secoué en permanence, mais il parle posément. Enfin, il parle une façon de parler justement. Il dit très peu de choses. Il ment comme il respire. Enfin. Ça, c'est pas une atteinte à la présomption d'innocence de le dire, parce qu'il y a des mensonges manifestes. On n'a pas l'impression que la vraisemblance est son souci principal. Donc il a dit beaucoup de choses qui au bout du compte, font de lui, le laissent apparaître comme un personnage vraiment pas sympathique du tout. Justement, vous qui avez suivi toutes ces audiences, est-ce qu'au terme de ce procès, on arrive à savoir un peu plus en profondeur qui est cet homme, qui est vraiment Cédric Jubilard? C'est très compliqué. On n'a pas l'impression, enfin c'est pas Hannibal Lecter, pour prendre une image... Moi, j'ai jamais vu d'ailleurs Hannibal Lecter dans une vraie cour d'assises, ce type-là. Il est extrêmement déconcertant. Il reconnaît des choses qu'en général on cherche. Par exemple, il reconnaît qu'il était d'une sévérité totalement excessive avec son fils Louis. Il reconnaît qu'il parlait très mal à sa femme, qu'il la traitait de tous les noms, qu'il l'injuriait. Mais il dit oui, moi je parle comme ça à tout le monde. On a l'impression que rien n'a d'importance dans tout ça. Et que, comme on peut le voir de plein de façons, mais ça pourrait être comme un type qui sait qu'il est innocent et qu'il est sûr qu'il va être acquitté, ou alors ça peut être comme un type qui s'en fiche complètement, qui n'a aucune conscience, aucune empathie, aucun affect. On sait rien. Ce qui est troublant, ce qui est vraiment curieux aussi, c'est que les expertises psychologiques et psychiatriques ne dressent pas de lui un portrait inquiétant. Pas vraiment. Il n'a pas, vous voyez, un profil comme j'ai pu en voir de psychopathe, non. C'est plutôt un type lambda pour les psychiatres, avec comme par tout le monde un peu d'immaturité, un peu d'intolérance à la frustration. Vous voyez ce qu'on voit un peu dans toutes les expertises psy. Mais la clé, elle n'est pas dans les expertises psychologiques, ça c'est clair. Un homme en tout cas qui est en détention provisoire depuis maintenant plusieurs années, depuis 2021, et qui doit donc faire face à un certain nombre de témoignages. On a parlé de celui de sa mère, donc Nadine Fabre. Il y a également celui de 2 femmes qui ont été ses amantes, qui ont des relations avec lui après les faits, dont l'une d'entre elles affirme qu'il a reconnu auprès d'elle être l'auteur du meurtre de Delphine Jubilard.
Alors ça, c'est des positions qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. D'ailleurs, elles ont été prises avec beaucoup de prudence. Ces ex-compagnes de Cédric Jubilard, donc compagnes après la disparition de Delphine Jubilard, sont des femmes dont on voit qu'elles ont une vie pas facile, qui sont manifestement, qui ont des fragilités. C'est très compliqué de prendre leur témoignage pour argent comptant. Je remarque que dans ce dossier, ça m'a beaucoup frappé, toutes les femmes dont il est question ont des vies difficiles, des séparations, des maladies, des choses comme ça. C'est vraiment beaucoup de femmes cabossées dans cette histoire. Qu'est-ce qui fait finalement, Stéphane, la différence dans ce type de dossier aussi intrigant, aussi indécis, et où encore une fois finalement il y a un faisceau d'indices, mais y a-t-il vraiment des preuves? Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce crime fascine autant les Français, parce que c'est vrai que c'est très suivi. Hein, on sait que les comptes rendus sont très lus, les sujets télé, etc. C'est un crime sans cadavre. Alors après, il y en a d'autres dont on ne parle pas. Il y en a d'autres en ce moment, d'ailleurs, on en parle beaucoup là au Palais de Justice, dans plusieurs endroits de France. Il y a des histoires comme ça, mais celle-ci, et ça on peut pas savoir, mais elle a déclenché une sorte presque d'hystérie collective. C'est vrai que c'en est gênant par moment. Mais la singularité, c'est un crime sans cadavre et aussi cet accusé extrêmement déconcertant, très seul, dans son grand box. Il est tout petit, Cédric Jubilard, enfin tout petit. C'est pas du tout un type un costaud, c'est un type de taille très très moyenne. Mais c'est vrai que c'est assez rare, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, généralement les accusés ils sont entourés de leurs proches, de leur famille. Là, il y a effectivement sa mère, mais qui est du côté des parties civiles et qui l'accuse. Mais sinon il est extrêmement seul, Cédric Jubilard, finalement. Cédric Jubilard, il est totalement seul dans ça. C'est pas un type très socialement... pas un type où il avait quelques copains à Cagnac-les-Mines, mais c'était pas des copains intimes, vous voyez, des relations fortes. C'était plus des jeunes avec qui il fumait des pétards, parce qu'il fumait beaucoup de cannabis. Et oui, là, il se retrouve seul avec sa mère en face qui l'accable. C'est une situation humainement... c'est vrai que c'est difficile à voir. Après, on verra ce que décide la cour d'assises, ça n'empêche pas, mais ouais, c'est un homme très très seul. La seule chance qu'il a eue dans cette histoire, c'est d'avoir trouvé deux très bons avocats. On évoquait les répercussions de ce procès, effectivement fort éco-médiatique. On peut en être témoin, hein, tous les médias de la France entière qui sont ici notamment pour couvrir cet événement. Beaucoup de personnes qui viennent assister également au débat. Comment justement les Albigeois et plus encore vivent ce procès? Vous évoquiez tout à l'heure, on peut d'ailleurs le montrer sur ces images avec Camille Géhir. Ici, ce sont donc les barrières qui ont été installées exprès pour ce procès, hein, parce qu'il y a la queue le matin. Les gens ici veulent accéder à la salle d'audience. Non seulement il n'y a la queue le matin, mais il y a la queue la nuit. C'est-à-dire que les gens commencent à faire la queue. Alors au début, je crois que c'était à 5h, après c'est à 3h. Et hier, il y a des gens qui s'étaient installés hier soir. Ils avaient mis une petite table au bout de la file d'attente et ils faisaient des jeux de société pour patienter parce qu'ils avaient l'intention de passer la nuit pour être sûrs de pouvoir entrer dans la salle principale. Il y a deux salles. Il y a la salle principale l'accès est ici, et puis il y en a une de l'autre côté où il y a une retransmission sur un écran. Et donc il y a environ 40 places de public dans chacune de ces salles. Donc elles sont chères. Et les places effectivement sont chères pour les gens qui viennent venir assister à ces échanges. Pour les journalistes également, difficile ici d'obtenir une accréditation auprès du palais de justice d'Albi. Un mot sur ce qui va se passer quand même demain, donc avec cette audience qui va offrir à 9h. Les ultimes paroles de Cédric Jubilard, et puis ensuite la Cour se retirera pour le délibéré. Que faut-il attendre? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose vraiment de ce que va dire Cédric Jubilard demain? Il n'a rien avoué pendant ces 4 semaines. Difficile de croire que demain il y ait vraiment quelque chose qui puisse sortir. Il avouerait s'il disait qu'il était... Non, il a toujours dit qu'il était innocent, donc ça m'étonnerait que demain il avoue. Ça serait totalement incohérent, non? Mais la dernière journée, elle est très ritualisée. C'est Monsieur Jubilard, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? C'est les trucs. En général, c'est quelque chose d'assez bref. Et ça vaut mieux, là, dans le Jubilard, moins il parle, mieux ça vaut. Et puis après, il se rassied, la présidente va lire l'article 353 du Code pénal aux jurés sur leur intime conviction, et ils vont se retirer dans une salle où ils vont être bouclés jusqu'à ce qu'il y ait le verdict. Alors en France, on en parlait, il faut 7 voix pour déclarer l'accusé coupable, mais on ne sait jamais combien il y en a eu. C'est-à-dire qu'on ne dit pas a été déclaré à l'unanimité, etc. On ne sait jamais en réalité. Et puis après, alors en fait il y a des questions, là, les jurys répondent à des questions. La première question c'est Cédric Jubilard a-t-il dans la nuit du 15 au 16 décembre volontairement donné la mort à Delphine Jubilard, là? S'il est répondu non, c'est fini.
s'il est répondu oui à cette voix au moins, il faut ensuite se mettre d'accord sur une peine. Donc pareil, là c'est des votes, mais à la majorité simple. Et puis voilà, on part non pas des réquisitions de 30, mais de la peine maximale encourue qui est perpétuité. Et puis après on descend, il y a un mécanisme un peu complexe, mais qui permet de descendre. Et puis une fois qu'il y a une majorité réunie, la peine est arrêtée. Bon, il y a des peines complémentaires, privation des droits, etc., qui sont votées dans la foulée, mais après ça va plus vite. Mais le gros morceau, c'est 1, la culpabilité, et 2, éventuellement la peine. Avec une peine, une décision, un verdict en tous les cas qui devrait être prononcé dans l'après-midi. On attend peut-être autour de 15h, autour de 16h ici. On ne sait jamais ça. J'ai souvenir une fois d'un procès vraiment très médiatique aussi, où le verdict, l'accusé avait été acquitté en première instance, il passe en deuxième en appel à Aix-en-Provence. C'est l'affaire Agnolet, bien connue. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 2 heures. Ce qui était incroyable, parce que à l'époque, il y avait 12 jurés. Donc il faut que les jurés puissent un peu s'exprimer, qu'on fasse tourner la parole. Mais là, il y avait une telle, manifestement, unanimité, une énorme majorité qui voulait le condamner. Donc ça a été une formalité. Là, non, je pense que là, honnêtement, on s'attend tous à ce que ça soit un peu plus discuté, mais on n'a aucune idée, on ne sait jamais. Est-ce que ici, l'hypothèse d'un acquittement, ce qui serait quand même un vrai coup de tonnerre ici sur ce procès, est-ce que c'est une thèse qui fait son chemin, qui est crédible aujourd'hui? Est-ce que c'est une vraie possibilité? Tant que le verdict n'est pas rendu, tout est possible. Et si on écoute les gens qui font la queue, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut l'acquitter, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve. Bon, voilà, après les jurés, ils ont passé 1 mois ici, ils ont été très attentifs, ils n'ont rien laissé paraître comme c'est leur devoir, mais vraiment, ils ont respecté la consigne. Mais je sais pas, franchement, tout est possible. On va dire que, objectivement, la balance pencherait plutôt dans le sens de l'accusation, mais il suffit qu'il y en ait 3 qui disent non, j'ai un doute. 3 qui aient vraiment été convaincus par maître Emmanuel Franck, et c'est un acquittement. Donc franchement, en plus c'est toujours on peut jamais savoir. Enfin, sauf quand c'est reconnu. Après on se demande quelle peine va être prononcée. Là, c'est un crime qui est nié. C'est un crime où il n'y a pas de cadavre, où il n'y a pas de preuve irréfutable. Donc il y a un raisonnement de l'accusation qui fait ce qu'ils appellent le faisceau d'indices. Donc ils prennent ce qui les arrange, et il y a des choses. C'est pas non plus une élucubration. Et en face, on a une défense qui a démonté pièce par pièce la mécanique de l'accusation. Donc tout reste ouvert malgré tout. Et tout reste effectivement très, très ouvert ici donc à Albi. Merci Stéphane. Voilà ce que l'on pouvait dire donc à ce stade, avec donc ce verdict attendu demain ici devant la cour d'assises du Tarn. Audience dès 9h à suivre bien évidemment sur le Figaro.fr avec les audiences suivies minute par minute par Esther Paolini. On retrouve bien évidemment le compte rendu d'audience de Stéphane Durand-Soufflant dans le Figaro demain matin, et puis sur le .fr. Et puis nous bien sûr on sera là en direct demain pour Point de vue à midi pour vivre cette journée, ce verdict donc, et puis on sera en direct sur le Figaro Live dès que le verdict ici est prononcé devant la cour d'assises du Tarn. Merci beaucoup Timothée Delem, merci d'avoir été en direct depuis Albi dans le Tarn, et d'avoir recueilli le récit, l'analyse, le regard de Stéphane Durand-Soufflant. Et on vous retrouve également demain à midi, un petit peu après-midi, dans Point de vue en direct depuis les assises de Tarn, ici même. Et effectivement, on suivra également en direct les suites du verdict tant attendu dans ce procès qui a en tous les cas passionné la France et qui a passionné les internautes. Merci beaucoup et à très vite sur le site du Figaro. Et bien évidemment, on recommande l'article et le récit de Stéphane Durand-Soufflant, l'affaire au procès de Cédric Jubilard, l'implacable réquisitoire pour un crime sans cadavre. Merci beaucoup et bonne soirée sur le site du Figaro.